Je suis Louise Mélin, je suis technical artist dans l'équipe Substance à Adobe. Je suis essentiellement spécialisée dans tout ce qui va être texture, matériaux procéduraux, donc dans Substance Designer. Je travaille pour Substance maintenant depuis 2 ans. J'étais prof de philo avant. J'ai suivi un parcours assez classique, études de philo pendant 5 ans. J'ai passé les concours de l'enseignement après. Donc je viens vraiment du milieu des humanités. Aucun background en technique, en maths, ni rien. Par contre, j'avais une appétence pour tout ce qui était artistique, le dessin, la photo. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la 3D un petit peu par exploration, on va dire. J'ai commencé avec Blender à l'époque, comme c'était gratuit, pas d'engagement, pas de risque. Donc j'ai téléchargé Blender en me disant ça coûte rien. Et c'est comme ça que j'ai découvert les textures. Donc en fait à l'époque je voulais faire des textures parce que c'est ce qui me passionnait dans les objets, c'était la manière dont ils réagissaient à la lumière. J'ai une artiste, je crois que c'est à cause, je dis à cause avec beaucoup d'ironie, mais c'est grâce à elle que je suis là, c'est Pauline Boiteux. Je me souviens d'avoir commencé à naviguer un peu sur ArtStation et d'avoir vu à l'époque en première page un tissu, je crois me souvenir que c'était le projet de Sari qu'elle avait fait. Et ma mâchoire s'est décrochée, je me dis c'est quoi ça? Et donc elle est spécialisée dans tout ce qui est tissu, broderie, avec Substance Designer. Et elle a un talent pour les rendus aussi, la lumière, la mise en scène de ces tissus. Et ça a été pour moi, ça a vraiment été le déclencheur et le déclic où je me suis dit ok, là j'ai envie de faire ça. Mais c'est vraiment elle qui m'a décidé à installer Substance Designer et tester. Et puis voilà, après on m'a perdu, là j'ai disparu pendant 6 mois. J'ai appris Substance Designer, qui n'est pas du tout technique ou abstrait comme on peut le croire avec les nœuds, etc. Au contraire, c'est très visuel. Donc pour des gens qui ont une bonne mémoire visuelle, c'est parfait. Donc moi, j'ai commencé mon portfolio, j'ai commencé à le construire au niveau du confinement à peu près. Donc j'avais du temps, donc j'ai construit mon portfolio pendant 2 ans, ce qui est la base. Dans la 3D, c'est pas les études ou les diplômes, c'est le portfolio. Et à l'époque, je me donnais un horizon à aller, je me disais dans 4-5 ans, quand j'aurai un gros portfolio, je pourrais commencer à candidater. Et en fait, j'ai été contactée spontanément par Adobe, par celui qui est aujourd'hui mon manager. Et il cherchait à l'époque un démo artiste. C'est un peu un couteau suisse, donc c'est quelqu'un qui va faire des tutoriels, qui va faire des cours pour des clients, qui va faire des démos. Donc littéralement, pendant 1 heure, on présente un workflow, ou on présente un asset, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui va tester les logiciels, faire un projet pour pousser le logiciel dans ses limites, tester les nouveaux features, etc. Donc en fait, j'ai été contactée pour ce poste-là. J'ai été contactée en même temps que ma collègue Émilie Bisset qui est derrière. Et on a toutes les deux été embauchées. Émilie, elle vient d'une université, elle a été formée à la 3D, donc on est très complémentaires. C'est vraiment un métier qui est l'inverse de la monotonie. On a des missions très très variées et en fait, ça nous pousse à connaître le logiciel à fond, quoi. On va essayer de rassembler le feedback d'autres artistes, voir avec quoi est-ce qu'ils galèrent, avec quoi est-ce qu'ils sont à l'aise, de quoi ils auraient besoin, etc. etc. Et nous-mêmes, quand on teste le logiciel, on fait remonter des tas de choses et comme on est en discussion directe avec les développeurs, c'est génial parce qu'il y a des moments où on est en train de dire tiens, ce serait bien s'il y avait ça et puis 2 jours plus tard, il y a une build qui est sortie, vas-y, teste et ça y est, le feature est implémenté. Donc il y a vraiment ce côté privilégié de pouvoir tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités et d'avoir un vrai dialogue en fait entre l'utilisateur final et le développeur. En termes de conseils, déjà, avoir 0 complexe, parce que plus je discute autour de moi, plus je réalise qu'il y a plein de gens qui se sont reconvertis. Il n'y a pas de parcours typique. Les écoles, c'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes écoles, mais ça veut dire que si on n'a pas fait d'école ou on n'a pas de diplôme, c'est pas grave du tout. Le portfolio est la règle. Donc, construire un bon portfolio. Et pour ce qui est de se former soi-même, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est facile. Beaucoup plus facile sans doute qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a une telle démocratisation, il y a une telle richesse de tutoriels sur YouTube. Et moi, j'ai appris Substance Designer avec le tutoriel de Wes McDermott, qui était le tutoriel de Mudground. Et je me rappelle, c'est un tutoriel, ça dure 4 heures. C'est long. Suivre toutes les vidéos, faire un tutoriel en entier, faire le projet, répliquer la chose chez soi, c'est-à-dire pas juste regarder passivement, mais faire le tutoriel. Et ça, une fois que je l'avais fait, j'avais toute la boîte à outils nécessaire pour commencer à faire mes propres projets et ensuite m'améliorer, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de ressources, il n'y a pas besoin de débourser 1 centime pour se former soi-même. Il faut juste être régulier. Je pense qu'il faut travailler sur des choses qui nous passionnent. Donc c'est bien, il faut suivre des tutos au tout début. Il faut se faire 1 ou 2 projets qui viennent de tutoriels YouTube. Il y a une super démocratisation pour ça. Mais une fois qu'on est suffisamment à l'aise pour expérimenter soi-même avec le logiciel, pour moi, il faut se trouver un projet
qui nous passionnent, ou dans mon cas, moi ce que j'aimais bien faire, c'était travailler par série de projets. Ça me donnait un fil rouge, un objectif, une motivation aussi pour continuer. Et travailler sur des choses qui me plaisaient, ça me donnait l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences. Donc par exemple, j'ai fait un projet sur le Seigneur des Anneaux que du coup vous aviez couvert, ça m'avait vraiment motivée. Et typiquement, je sais pas, pour le Mordor, il y a de la lave. Bon, comment je fais de la lave? Comment je travaille sur le côté émissif, etc., etc. Donc du coup, le projet doit venir d'abord et les compétences, elles vont être acquises comme un moyen d'atteindre la fin du projet. Et ça, je trouve ça beaucoup plus motivant que de se dire, bon voilà, je vais apprendre à faire de la lave. Tu as aussi beaucoup de projets qui sont liés à l'histoire de certaines cultures. Récemment, tu as travaillé sur les mochés, le Tibet, la Pologne. Comment est-ce que tu trouves tes idées et sur quoi tu t'appuies? Bon, moi, je suis une passionnée d'histoire à la base. D'ailleurs, avant de faire de la philo, je voulais faire de l'histoire. Donc j'adore ça. Je dirais que mes idées, c'est un petit peu... c'est très versatile en fait. Je vais découvrir par hasard une culture ou une période qui va m'intéresser. Je vais être monomaniaque pendant 6 mois dessus. Et aussi le fait qu'en art 3D, on a besoin de savoir comment les choses sont faites pour les recréer. Donc typiquement, là, ce que je montre pour Yamag, là, c'est je recrée une statue japonaise du XIIe siècle. Bon, il faut se mettre dans la peau des artisans du XIIe siècle en se demandant, ok, comment ils faisaient ça exactement? Comment est-ce qu'ils sculptaient le bois? Et donc, pour moi, c'est vraiment la convergence entre la 3D et puis la curiosité intellectuelle qu'on a aussi, le fait de s'intéresser à d'autres cultures, d'autres époques. Ça se combine parfaitement. Il faut lire. Moi, c'est hyper important parce que dans la 3D, on a tendance à s'appuyer essentiellement sur des ressources visuelles, des références. Donc, on va sur Pinterest, on va sur Google Images, etc. Mais pour moi, j'ai lu, par exemple, pour ce projet-là, j'ai lu des articles de recherche, etc. Il n'y a pas besoin de faire une thèse ou quoi que ce soit, mais juste lire, croiser les sources et s'assurer effectivement qu'on est respectueux aussi de la culture qu'on essaie d'explorer. Pas juste partir dans des clichés. C'est pour ça que j'ai tendance à éviter de me baser uniquement sur des mood boards ou des choses à la Pinterest parce qu'on tombe vite dans des clichés. Donc vraiment essayer de recouper entre des articles de recherche, des vidéos quand c'est possible, trouver des artisans qui recréent des projets de restauration, des choses comme ça. Donc ça permet pour moi d'avoir une approche un peu équilibrée du projet. Est-ce que du coup, tu as des fois des partenariats avec d'autres artistes, peut-être des musées, des choses comme ça? Alors pas encore, mais c'est quelque chose qui me plairait. Je sais que dans l'équipe à Substance Art and Dev, il y a des partenariats avec des musées, notamment des musées qui essayent de digitaliser, on va dire, leur collection, de scanner leurs produits, etc. Et puis projet avec d'autres artistes, ça m'arrive de temps en temps avec des amis, on va collaborer sur certains projets, sur mon portfolio, j'en ai quelques-uns. Et j'aimerais à l'avenir en faire plus, parce que c'est aussi super intéressant de pouvoir avoir d'autres approches. Mon parcours fait que j'étais à la base plutôt dans la texture, donc pas du tout dans le sculpte ou dans le modeling, etc. C'est un peu en dehors de ma zone de confort. Mais comme il y a Substance Modeler, on nous a demandé dans l'équipe de le tester, de faire des choses avec. Donc il a fallu que je me fasse violence et que je m'y mette. Donc Modeler, effectivement, a une version desktop qui est assez intuitive, assez facile. C'est très minimaliste comme interface. Et une version VR. J'ai un Oculus Quest 2. Il y a 1 an, je me suis vraiment lancée dans la VR. Il faut se faire violence. Il y a un cap on va dire, de familiarisation qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, je travaille que en VR. Si on me demande de faire même un tout petit truc, de le faire en desktop, je vais vite être frustrée parce que la VR a un côté très intuitif et très rapide. Quelque chose qui prendrait 5 actions avec une souris ou avec une tablette prend 1 action en VR. Parce qu'on a ces fameux 6 degrés de liberté, on est capable de tirer quelque chose, tordre, élargir, etc., etc. Donc c'est tellement rapide qu'en comparaison, la version desktop paraît lente, mais parce qu'en fait, en VR, il y a une mémoire musculaire en fait, qui se met en place qui est vraiment libératrice. Il y a des gens qui ont testé la VR il y a quelques années. La VR a quand même fait beaucoup de progrès. Je pense notamment en termes de motion sickness ou de personnes qui ne sont pas à l'aise, etc. Aujourd'hui, les casques sont plus ergonomiques, la résolution est meilleure, donc il y a quand même beaucoup de qualité qui a été gagnée en quelques années. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi des gens qui testent vite fait la VR et qui ne font pas le grand saut, c'est-à-dire vraiment adopter et vraiment travailler avec. Je me rappelle que moi, au tout début, quand j'avais testé un tout petit peu la VR, j'avais dit non, c'est bizarre, tout qui bouge, etc. Hop, je retourne en desktop et je reste sur ma première impression. Pour moi, il faut vraiment persévérer. Je sais qu'un reproche, un reproche ou un a priori qu'il y a souvent sur la VR, c'est que c'est pas précis.
c'est que, voilà, encore une fois, il y a l'image du truc qui bouge dans tous les sens et qu'on ne peut pas vraiment contrôler. En fait, on peut parfaitement faire des choses droites, carrées, on peut faire du hard surface en VR, il n'y a aucun problème. Modeler, par exemple, il y a un mode freehand, donc à main levée, littéralement, mais il y a aussi un mode avec un gizmo, où on place les choses au milieu, avec une symétrie, avec des contraintes par axe, etc. Donc on peut tout à fait être précis. Vraiment, pour moi, c'est une question de passer ce cap d'étrangeté, on va dire, qu'on a quand on est au début confronté à la VR. Une fois qu'on a passé ce cap-là, pour moi, il n'y a pas d'objection possible à ce qu'on peut faire en VR. Il y a le projet que je vais montrer pour YAMAG, qui sera publié ensuite de manière plus approfondie dans les semaines qui viennent. Ce projet-là, c'est un projet qui est donc une statue japonaise du XIIe siècle. La géométrie est faite en VR et qui est entièrement texturée avec un mix de Substance Designer et Substance Painter. Donc ça, c'est ce projet qui sera sorti bientôt. Et un autre truc sur lequel je travaille et qui va bientôt sortir, j'espère, c'est une grosse série de tutoriels pour les débutants, pour Substance Designer. Donc pour les débutants absolus, donc des personnes qui n'ont jamais ouvert Substance Designer mais qui voudraient s'y mettre, partir de zéro, découvrir l'interface, découvrir comment on travaille dans Designer, etc. Donc il y a un gros tutoriel qui va sortir de 3-4 heures où on va créer un tissu. Donc un tissu avec des ornements, des broderies, des perles, etc. Donc ça devrait sortir également assez bientôt. En anglais. Quand on se met à la 3D, il faut parler anglais. Il y a trop de ressources en anglais, donc il faut s'y mettre. Peut-être pour finir un petit conseil pour les jeunes artistes qui se lancent, les élèves en sortie d'école qui entrent dans le monde du travail. Déjà, bon courage parce que c'est vrai que l'industrie en ce moment, c'est quand même pas la joie. C'est quand même compliqué, donc ne pas se décourager. Vraiment travailler ses compétences techniques. Le fait de sortir d'une école, c'est très bien, mais il faut vraiment se mettre au niveau en regardant ce qui se passe sur ArtStation puisque ça reste quand même la norme en termes de qualité. Travailler sur ces compétences techniques-là et travailler son portfolio, j'ai envie de dire. Donc moi, je fais un portfolio review là cet après-midi. Ça reste la clé. Ça reste la clé. On voit encore beaucoup de portfolios où, par exemple, je parle en termes de texture. Les textures sont d'une grande qualité, pas de souci. Le rendu est catastrophique. La lumière est moche. Et résultat, ça ruine complètement l'effet dramatique du projet dans un portfolio. Donc j'ai vraiment envie de dire soigner sa présentation, soigner ses rendus. Ne pas hésiter également à détailler un petit peu le process, comment est-ce qu'on a fait quelque chose, etc. Parce que c'est toujours intéressant pour un recruteur ou pour des collègues ou autres de voir comment la personne aborde quelque chose techniquement. C'est pas juste le résultat final qui compte, c'est aussi comment on y parvient. Donc toutes ces choses-là, vraiment mettre du soin et de l'amour dans ses projets sur son portfolio.